Bien, 14h03. En logistique, on essaie d'être à l'heure. Donc, on va commencer tout de suite. Bienvenue à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va parler aujourd'hui de supply chain connectée. En tout début d'introduction, j'aimerais revenir sur quelques règles. Je vais vous demander à tous de couper vos micros et vos caméras de façon à ce qu'on puisse s'entendre. En ce qui concerne les questions, vous avez une rubrique conversation où vous pouvez les poster. Je sais que certains nous ont déjà envoyé des questions en amont par mail qu'on va traiter. Et pour tout ce qui touche les problématiques de replay, vous avez les informations en bas de l'écran, en replay vidéo, ou accès aux présentations PDF. Pareil, je vous laisse faire la demande directement sur l'email contact@springproject.com. Ceci étant fait, on va donc attaquer. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'IoT. Alors, pourquoi on a décidé de parler de ça? Parce que un élément majeur mondial a commencé à se développer depuis de nombreuses années, c'est l'impact des objets connectés. Or, on ne sait pas encore vraiment dire jusqu'où ces objets connectés vont transformer la supply chain, sur quel territoire ils vont la transformer et quel sera leur impact dans les business models de nos entreprises. Aujourd'hui, on a décidé d'avoir un webinaire dédié à la gestion des actifs dans la supply chain à travers l'IoT. Et pour ce faire, on a la chance de travailler avec Sigfox, Patrick Cazon, qui va vous expliquer un petit peu comment Sigfox apporte des réponses sur ces sujets-là, puis les témoignages de Findit et de l'AE qui ont mis en place des choses et qui pourront vous faire un premier retour d'expérience, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est les premiers retours d'expérience sur la gestion des actifs dans la supply chain grâce à l'IoT. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon webinaire. Je vous retrouve tout à l'heure pour la gestion des questions. Et Patrick, c'est à toi. Merci. Effectivement, je vais vous parler pendant quelques minutes des services IoT. Donc, un mot sur Sigfox. Donc, Sigfox est une société française qui a développé un réseau dédié à l'Internet des objets, qui permet tout simplement de pouvoir connecter n'importe quel objet physique au monde digital, donc de remonter des informations de manière simple et peu coûteuse. Voilà, en résumé. Tous les pans des entreprises ou des marchés sont concernés par ce domaine de l'Internet des objets. Ça va d'entreprises industrielles, en passant par l'agriculture, en passant par la sécurité. Et bien sûr, quand on parle de tracking de biens ou de personnes, on pense notamment à la supply chain. Et un des gros marchés de l'Internet des objets, c'est bien sûr les supply chains industrielles, puisque Sigfox sévit essentiellement dans ce qu'on appelle le marché des entreprises, du business to business, comme on dit. Donc, les premiers cas d'usage en volume qu'on a eu chez Sigfox à travers des entreprises, je vous donnerai quelques exemples concrets tout de suite après, c'est ce qu'on appelle la gestion d'actifs mobiles au sein des entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est un actif mobile? Un actif mobile, c'est des containers, c'est des palettes, c'est des compresseurs, des citernes, et vous verrez que ça va même jusque une remorque, puisqu'une remorque est aussi, par là même, un actif mobile. Donc, ce sont vraiment des enjeux importants pour les entreprises de gérer cette flotte d'actifs qui est complexe et qui est un vrai enjeu de performance opérationnelle. J'entends par là réduire les coûts, améliorer la productivité et pouvoir offrir avec cette visibilité de data des nouveaux services, pourquoi pas. Donc c'est un enjeu économique comme c'est marqué sur le slide que vous pouvez voir, parce que c'est des actifs qui sont généralement coûteux, c'est plus de 200 €, en moyenne c'est entre 500 et 600 €, et puis je laisserai les spécialistes vous donner le coût d'une remorque, mais c'est bien plus que cela. C'est des actifs qui sont utilisés pendant plusieurs années, qui sont en moyenne entre plusieurs centaines à plusieurs centaines de milliers d'unités, qui sont répartis sur tout le territoire, notamment chez des sous-traitants, chez des sites de production. Et quand je dis sur tout le territoire, pour moi le territoire, c'est pas uniquement la France, puisque comme vous le savez, les enjeux logistiques de transport,
des enjeux mondiaux de globalisation, donc ça se passe, il n'y a pas de frontières, entre guillemets. Donc les fournisseurs sont à l'international, les filiales sont internationales, donc il y a un sujet aussi de pilotage fastidieux pour les entreprises, de savoir comment elles sont utilisées ces flottes, où est-ce qu'elles se trouvent, comment elles sont utilisées. Et pour gérer tout ça, ben, c'est fait un peu de manière manuelle, à l'aveugle, avec le tableau Excel, et on ne sait pas vraiment où sont ces actifs mobiles. Et donc, comme on ne sait pas où ils sont, ben, il y a de la perte, ou pire encore, on a des pénuries, ou on a surtout des dormants. Voilà. Donc, pourquoi l'IoT est pas une évidence pour ces entreprises? Ben, tout simplement parce que, comme je vous le disais en introduction, le fait de pouvoir remonter de la data, de la donnée, ben, ça nous permet d'avoir des données directement de ce qui nous intéresse, à savoir ici un actif mobile, donc une palette ou un container, et d'avoir la visibilité en temps réel de ce qui est la propriété des entreprises. Donc c'est pour ça que l'IoT est une évidence. Donc ça permet d'avoir en temps réel une vue globale pour les entreprises, du fournisseur jusqu'au point de livraison. Ces points de livraison, ça peut être des points de livraison pour des entreprises qui sont elles-mêmes clients d'autres entreprises, ou bien sûr dans le monde du B2B2C, du consommateur, donc jusqu'à la distribution du client. Donc ici, quelques exemples d'entreprises françaises et même étrangères qui utilisent ce type de solution. Donc le groupe PSA qui utilise partout en Europe la gestion d'actifs mobiles avec plus de 134 000 actifs mobiles qui sont diffusés en Europe. Airbus, qui utilise aussi pour sa chaîne d'approvisionnement et pour suivre les flux, parce que vous savez que les avions sont assemblés partout en Europe, même aux États-Unis et en Chine, donc d'avoir une visibilité précise entre là où c'est fabriqué, les usines de production, les usines ou les sous-traitants qui ajoutent de la valeur ajoutée à ces pièces. Ils arrivent à savoir en temps réel où ça se passe. Pareil pour Michelin, entre ses sites de production et de distribution. Et puis récemment, un gros contrat a été signé avec le groupe DHL, Deutsche Post, en Allemagne, qui suit tout simplement où sont ces trolleys. Vous savez que notamment dans le monde de la poste, ils sont très sensibles aux saisonnalités. Il y a, j'allais dire, entre 70 et 80% du chiffre d'affaires qui est fait sur la période octobre, novembre, décembre. C'est primordial pour eux d'avoir ces actifs, en l'occurrence ici, ces relais disponibles, savoir combien on en a, où ils sont, pour pouvoir les anticiper au mieux. Voilà quelques exemples visuels d'actifs mobiles entre PSA, entre DHL et Airbus. Un actif mobile particulier appliqué au monde du transport, ben, c'est tout simplement quelque chose dont tout le monde voit quand on roule sur les autoroutes, ce sont les remorques. Où est ma remorque, j'ai envie de dire, Vincent? Tout à fait. Ben, écoutez, bonjour à tous et toutes. Donc en fait, Vincent Pubert, je suis le président de Stedis, qui est une filiale de Total, qui regroupe Stella, la marque Stella, qui distribue du carburant aux transporteurs dans le TRM, transport routier de marchandises, aux grandes surfaces franchisées, et qui héberge la business unit Findit, dont on a parlé aujourd'hui. Alors l'histoire de Findit est assez intéressante, puisqu'en 2014, je crois, mai 2017, pardon, j'ai rencontré Patrick Cazon, suite à un accord signé entre Total et Sigfox, pour déterminer des use cases dans le monde du transport. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais président de Stella et qu'on réunissait tous les ans une trentaine de transporteurs du TRM, des gros transporteurs, des influenceurs du marché, avec des grands groupes aussi de la supply chain pour réfléchir à différentes problématiques, comme par exemple l'image du transport, la transition énergétique. On va retrouver pourquoi le gaz, dans quelles conditions, l'électricité, l'hydrogène, etc. Et la transformation digitale qui est au cœur de ce qui se passe dans le monde du transport. Et là, un peu naturellement, on est parti vers les IoT avec une demande de certains transporteurs, dont le groupe Lahaye, qui va témoigner derrière avec Jean-Baptiste Lahaye, pour pouvoir s'occuper plus spécifiquement des remorques. Donc en fait, Findit, c'est donc une solution connectée du groupe Total
qui donne une promesse assez simple, c'est la localisation et l'optimisation des équipements à coût bas, quels que soient les équipements. Donc l'acronyme, c'est un petit peu SAFE, hein, donc simple parce qu'on veut que ce soit simple d'installation, autonome parce que les boîtiers sont les actifs sont des actifs dormants, donc les boîtiers doivent être complètement autonomes, fiables parce qu'évidemment, il faut que l'information remonte dans de bonnes conditions, d'où le réseau Sigfox, et économique. Là aussi, c'est une technologie frugale qui permet, au moment où les comptes de résultats des sociétés de transport sont assez impactés, d'apporter des solutions à des coûts de marché intéressants. Bon voilà, donc ça c'est la grande promesse. Donc le principe, voilà, c'est l'historisation, la localisation des équipements grâce à une cartographie et des pictogrammes simples. Donc sur un portail, on peut identifier le statut des équipements, qu'ils soient à l'arrêt, en mouvement, en maintenance, et on peut suivre l'activité du parc, hein. En d'autres termes, ça veut dire qu'on arrive à historiser l'intégralité des mouvements de ces produits-là et à créer des alertes spécifiques sur la maintenance, le géofencing, le chronofencing en général, avec un historique qui peut aller jusqu'à 2 mois en arrière sur la plateforme, mais bien plus sur les données qu'on a stockées. Donc en fait, le client peut paramétrer toutes ces alertes, hein, suivant son business model. Ça peut être de aucune alerte jusqu'à la complétude des alertes qui vont regrouper donc les dates de maintenance dépassées pour éviter les amendes, par exemple, de passage aux mines pour les remorques. Ça peut être aussi des dates de maintenance pour des compresseurs ou de tout autre équipement industriel. Le géofencing, donc évidemment, c'est de savoir je veux savoir, lorsque mes équipements sortent d'une zone particulière, qu'elle soit grande ou petite. Chronofencing, c'est de savoir, par exemple, si mes équipements sont utilisés le week-end ou pas. L'accroche-décroche, spécifique à la remorque, hein, savoir à quel moment la remorque a été décrochée, accrochée. C'est aussi valable pour une manœuvre le long d'un quai ou pour un loueur de bateau, savoir à quelle heure arrive ou repart le bateau. Et puis donc, plus spécifiquement, on peut paramétrer différentes choses qui sont extrêmement intéressantes. Le kilométrage, donc on peut estimer le kilométrage parcouru pour les remorques, ce qui peut être intéressant dans les échanges d'actifs entre transporteurs ou pour les loueurs de remorques, les temps d'utilisation, les taux d'utilisation, quels sont les équipements à l'arrêt, bref, différents états qui permettent d'optimiser complètement la gestion du parc. Donc c'est simple, hein, dans le principe, un boîtier, voilà, c'est la 3e génération de boîtiers, hein. On avait fait une première génération de boîtiers en 2017, une 2e génération en 2018. C'est celle qui est sortie donc mi-2018 et qui est commercialisée depuis cette date-là. Donc c'est un boîtier qui enregistre les positions toutes les 30 minutes et qui dépile les informations toutes les heures et demie, ce qui permet de reconstituer tout l'historique des positions. Il permet aussi de détecter, de communiquer tout ce qui est arrêt ou démarrage, ainsi qu'accroche et décroche. Et parallèlement, on a un 2e boîtier qui est un tag, qui lui fonctionne en Bluetooth avec le premier boîtier, qui permet de savoir et de gérer toutes les accroches-décroches. Donc des boîtiers autonomes, certifiés ATEX 2B ou 2C. 2B, c'est pour rentrer en milieu pétrolier, dépôt pétrolier par exemple. 2C, c'est pour rentrer en milieu gazeux, hydrogène, où on peut rentrer chez les grands chimistes ou chez les grands pétroliers sans aucun problème, avec une batterie longue durée, plus de 5 ans, et un système d'installation en 5 minutes, puisque 2 vis suffisent pour accrocher le boîtier. Donc comment ça marche? Écoutez, c'est assez simple, hein. Il y a un portail web, le portail web identifie l'ensemble des trackers et des messages qui sont positionnés à travers le tracker et en complémentarité du tag. On a une possibilité pour ceux qui veulent, et ça tout à l'heure Jean-Baptiste Lahaye nous en parlera, ceux qui veulent l'information dans leur propre système d'information, qui ne veulent certes peut-être pour certains opérateurs consulter les informations sur le portail, mais aussi de la possibilité de transférer l'intégralité des informations via des API dans les TMS, les ERP, ce qui permet aux opérateurs et aux transporteurs, aux industriels, de gérer l'intégralité de leur parc dans leur système et de croiser eux-mêmes les données dont ils ont besoin pour pouvoir gérer leur activité.
Donc voilà, le principe, c'est assez simple, hein, c'est un système de souscription. Donc on adhère à une offre de base qui permet effectivement avec le tracker d'identifier la localisation, l'historisation des mouvements, d'avoir accès aux fonctionnalités de maintenance et chronofencing et géofencing. Ensuite, il y a différentes options que l'on peut prendre, comme par exemple l'appairage dont on a parlé tout à l'heure, et l'échangeur de données. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun CAPEX à mettre en œuvre, hein. On n'est que sur de l'OPEX avec un abonnement à un tarif qui, effectivement, défie vraiment toute concurrence, en l'occurrence, grâce à la frugalité de la technologie Sigfox. Donc après, la chose est assez simple, hein, et ça, c'est un petit peu la force du système, c'est tout le système d'adoption qui est mis en place, hein. Une fois que le client est mis en relation avec l'activité, les adoption managers vont ensuite accompagner le client dans le paramétrage de son boîtier, de ses alertes, de manière à pouvoir lui envoyer les boîtiers et que le client va pouvoir installer, l'installation étant réalisée très très rapidement. Voilà, mais je pense que le meilleur moyen d'en parler, c'est d'avoir un vrai client, un vrai transporteur, et je vais passer la parole à Jean-Baptiste Lahaye. Alors, merci Vincent, bonjour à tous. Bon, je crois que Vincent a déjà bien détaillé le produit. Moi, je vais vous parler de cas concrets, puisque en fait, on fait partie de l'une des entreprises qui ont démarré la première, en fait, le projet de Findit. Margot, si tu veux bien mettre la présentation. Donc en fait, rapidement pour nous présenter, entreprise de transport et de logistique familiale depuis 53, donc grand-père, père, et puis moi je fais partie d'une partie de la troisième génération puisque je reprends l'entreprise familiale avec mon frère aîné. Nous sommes implantés aujourd'hui au niveau national sur 22 sites à peu près en France. Margot, si tu peux passer la slide d'après, merci. Voilà, différents métiers, transport, frigo, cargo, et puis plusieurs bases logistiques en France. Nos principaux clients sont à 90% des clients GMS. Aujourd'hui, on vit un métier de centime, un métier où on a un parc qui aujourd'hui qui n'est pas attribué à nos exploitations. Alors c'est un peu particulier chez nous parce que je sais que certains confrères attribuent un parc de remorques à une exploitation. C'est pas le cas chez nous, ce qui offre de la flexibilité, une certaine liberté, mais qui ont quelques inconvénients auxquels Findit et Sigfox répondent plutôt bien. Margot, si tu peux. Alors voilà, alors pour vous parler rapidement du parc, hein, c'est à peu près 800, un peu plus de 800 semi-remorques, 500, 600 moteurs. Et puis on a une activité quand même qui représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, qui est le combiné rail-route, avec là du matériel très spécifique qui ne peut pas être connecté sur un boîtier EBS par exemple, donc il ne peut pas remonter d'informations. Donc le tag Findit et le boîtier Findit répondent parfaitement pour la géolocalisation de ce type de matériel. Alors vas-y Margot, nos problématiques au quotidien, je vous en parlais un peu, c'est un parc de semi-remorques non affecté à nos exploitations qui offre des avantages et des inconvénients. On a de la liberté, de la flexibilité d'exploitation, on a peu de maîtrise de la casse, on n'a pas de connaissances forcément sur les taux d'utilisation du matériel, pas d'indicateur sur la maintenance avec la notion de préventif curatif et pas de suivi kilométrique à la semi-remorque. Donc Margot, si tu veux bien, ouais, encore. Donc en fait, Findit a été là pour répondre en novembre 2017, donc démarrage du projet avec première discussion avec Vincent Pubert. Donc on a environ installé 1300 balises sur le parc, ce qui représentait à peu près 92% du parc. Plusieurs notions de fonctionnalité. Donc, dans un premier temps, évidemment, ça nous intéressait d'avoir de la géolocalisation de nos semi-remorques. C'était pas forcément le premier souhait. On avait un besoin sur de l'alerte de vol au cas où. On avait besoin d'avoir de l'accroche-décroche entre nos semi-remorques. Alors, non pas pour savoir si la SMI est accrochée forcément à un tracteur, mais notamment pour avoir des notions de chiffre d'affaires en fait, au numéro de parc et du tracteur. On a un kilométrage qui est estimé, qui nous permet de savoir et de connaître la productivité de notre parc.
Et puis, on est allé un peu plus loin parce que nous, comme Vincent en parlait tout à l'heure, en fait, on a fait bosser S3P Web en interface sur la réutilisation de notre donnée. Et ce qui nous a permis en fait de travailler sur les écrans qu'on avait déjà dans le groupe et éviter de multiplier en fait les interfaces de tous les outils qu'on peut avoir dans le transport. Donc on a mis en place en interne des indicateurs, taux d'utilisation de nos remorques par type de véhicule, par pôle, par agence, par service, historique de nos déplacements, pourcentage du parc, nombre de kilomètres à vol d'oiseau, nombre de jours moyens d'utilisation. Voilà, ça nous a permis de comprendre que le lundi, pourquoi est-ce qu'on utilisait moins nos SMI en fonction des métiers, en fonction de tout un tas de choses. Ça nous a permis de faire de l'entretien préventif sur nos véhicules parce qu'en fait, on a certaines remorques qui roulent plus que d'autres. Donc, il y en a certaines qu'on n'a pas besoin d'arrêter, qu'on arrêtait plutôt sur une typologie de calendrier et non de kilomètres. Donc, ça nous a permis d'optimiser en fait également nos ateliers et l'entretien de nos semi-remorques. Donc, voilà, c'est un outil assez complet qui nous offre pas mal de services et qui nous permet aujourd'hui d'optimiser clairement les coûts d'entretien de nos véhicules et également de CAPEX, puisque Vincent le disait tout à l'heure, mais en fait, ça nous permet de savoir si notre parc est à 100% utilisé ou pas. Et en fonction de ça, on peut caler nos investissements en fait sur l'année d'après et acheter plus ou moins de remorques ou diminuer la taille du parc qui coûte très cher. Voilà un peu pour la présentation dans le groupe. Donc, je suis disponible, bien évidemment, si vous avez des questions, pour y répondre le plus précisément possible. Ok, merci Jean-Baptiste, merci messieurs, parce que ça a été concis. On s'était dit, on va essayer de pas trop rentrer dans du discours technologique, sinon à 14 heures, on va tuer tout le monde, donc c'était pas trop l'idée. D'autant qu'on est sur des sujets qui sont l'appréciation de l'usage est assez claire, mais par contre la mise en œuvre est un petit peu différente. Je vais commencer à poser quelques questions que je m'étais listées et eu égard à ce que je viens d'entendre, et j'attends aussi vos réactions live, n'hésitez pas. Pour ouvrir un petit peu le débat, alors moi mes questions seront génériques, donc chacun répond comme il le souhaite. J'ai noté un point sur en supply, vu qu'on sait tous qu'on est sur des métiers à très faible marge, un des premiers sujets qu'on va nous poser, c'est quoi le ROI? Ce que je mettrais derrière ça, c'est plutôt est-ce que ce qu'on installe aujourd'hui, donc ça a un coût, donc vous pouvez nous parler, enfin tous les deux là, en l'occurrence mes voisins, Patrick et Vincent, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans les années qui viennent, ces coûts baissent, parce qu'on est quand même dans le monde de l'électronique et on a l'habitude de voir des courbes de coûts qui descendent très vite, et vu que ça a un impact direct sur le ROI des projets qui pourraient être mis en place, je voudrais bien vous entendre réagir déjà sur ce premier point. Alors sur la partie électronique, disons, on peut déjà, et effectivement, quand on a démarré Sigfox il y a quelques années, c'est-à-dire si je dis maintenant les premiers trackers, il y a plus de 5-6 ans, c'était quand même des objets qui coûtaient plusieurs centaines d'euros. Maintenant, on arrive à des trackers qui arrivent plutôt aux alentours de entre 60 et 20 euros en fonction du modèle qu'on a, s'il est ATEX ou pas. Il y a quand même pas mal de contraintes associées. Et pour répondre à ta question en termes de perspective, je pense effectivement que plus ça va aller, plus c'est la fameuse loi de Moore, plus les volumes vont augmenter, plus les coûts vont baisser. Donc je pense qu'on devrait atteindre quelques dizaines d'euros à horizon quelques années, quoi, sur la partie électronique. Alors moi, je prendrais un petit peu comme référence les clients. Voilà, on a commencé à commercialiser en France mi-2018 et en Europe début 2019. Aujourd'hui, on a près de 250 clients qui ont déjà suivi le mouvement. On est présent dans 10 pays. On s'est développé dans le secteur du transport. On est en train d'ouvrir les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du ferroviaire. Voilà, donc on arrive avec une solution qui est vraiment extrêmement bon marché en regard des solutions existantes. Après, comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, il faut qu'évidemment il y ait un business case, il faut qu'il y ait un irritant, comme diraient certains, et qu'on puisse répondre
qu'on puisse répondre à une problématique. Donc, j'ai une problématique d'optimisation de mon parc, de maintenance, d'historisation de mouvement. Et ben voilà une solution qui peut y répondre. Après, les ROI, ils sont liés à chaque entreprise, hein. On sait tous très bien que la productivité se calcule de manière différente suivant tous les centres de profit. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a vraiment une accroche très très forte sur ces sujets d'optimisation, surtout en ce moment avec les réductions de coûts et de CAPEX qui sont liées à la crise que l'on connaît. Baptiste, un commentaire ou... Oui, tout à fait. Pour compléter la parole de Vincent, je pense que le ROI il dépend de chaque entreprise et de son fonctionnement. Après, chez nous, comme je le disais, on a un parc qui est mis à disposition à une vingtaine d'exploitations. On a des relais intersites toutes les nuits, donc ça nous permet d'avoir une vraie flexibilité. Après, est-ce que, ok, on sait que ces remorques-là elles servent la nuit, est-ce qu'elles servent toute la journée? Est-ce qu'à un moment c'est le bon schéma? Est-ce qu'il ne faut pas le remettre en cause? Est-ce qu'on n'en a pas qui dorment en débord chez des clients trop longtemps? Est-ce qu'elles sont facturées, ces semis en débord? Est-ce qu'on les a pas oubliées? Parce que bon, quand on parle de 800 remorques, vous allez dire mais ils sont fous chez là, ils oublient des semis. Ben oui, je vais pas vous cacher que ça peut arriver, notamment dans les caisses multimodales également, parce que j'en parlais. Hein, chez nous c'est à peu près 200 caisses rail-route également, qui n'ont pas de boîtier EBS, qui n'ont pas moyen d'être connectés, qui sont mis sur des trains et qui circulent d'ailleurs sur des chemins ferroviaires où, pareil, on ne connaît pas forcément la traçabilité de la caisse. Donc voilà, chez nous, il y avait un vrai intérêt. En creusant au fur et à mesure du projet, avec Vincent Pulbert, on s'est dit, voilà ce qu'on arrive à avoir comme données sur cette balise. Si on prévient notre exploitation avec une simple couleur d'icône, de dire cette semis elle est disponible, cette semis-là elle n'est pas disponible, celle-là elle est chargée, celle-là elle est en maintenance. Alors c'est les différentes couleurs que vous avez pu apercevoir sur la Vincent tout à l'heure, c'est de se dire un logo rouge, elle est en maintenance, elle peut pas circuler pour j'en sais rien parce qu'il y manque un feu et qu'il faut qu'on la répare avant qu'elle reparte, etc. Bon voilà, c'est tout un tas d'indicateurs en fait que permet l'outil qui vont répondre plus ou moins bien en fait en fonction des entreprises, mais c'est assez complet en tout cas aujourd'hui sur le métier du transporteur et de la Smirnoff. Dans le prolongement de ma première question plutôt sur les coûts de la mise en œuvre et l'évolution de ces coûts, à travers la supply chain, il y a toujours un autre facteur qui est extrêmement majeur, c'est le facteur de la sécurité et potentiellement y compris des freins de la mise en œuvre. Freins techno, j'entends par exemple. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir ton retour, Jean-Baptiste, justement sur ces aspects-là. Est-ce que côté la haie, mais à mettre en écho avec Findit, hein, est-ce que vous avez vu des freins technologiques pour mettre en œuvre? Et deux, est-ce que votre entreprise a identifié ou pas des risques de sécurité? Alors, j'entends piratage des informations, etc. Hein, j'entends pas braquage des remorques, quoique. Mais j'aimerais bien vous faire réagir sur ce thème-là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, on transporte peu de produits sensibles, donc on n'est pas trop dans le litige ou dans le vol, donc on n'a pas tellement creusé sur le développement du produit, en tout cas chez nous, sur cette option-là. Après, oui, les freins technologiques, il n'y en a pas parce que le produit, il n'y en a pas. Évidemment, on a eu du développement depuis 2017. Évidemment, on a essuyé des plaques sur le développement de l'outil. Et évidemment que, comme tout développement, il y a eu une phase de lancement. Aujourd'hui, on est arrivé à une génération de boîtiers où on a de la fiabilité. Ça, je peux le confirmer. Ça s'installe avec 2 vis et une visseuse sur une remorque. Après, on a un portail web de la part de Findit qui est mis à disposition avec de la création de compte, qui se fait plutôt très facilement. Et puis après, en fonction de la taille de l'entreprise, on peut pousser sur de l'agrégation de données, où là on discute avec S3P, comme je l'évoquais, où là on demande du développement, on demande je vais pas, aujourd'hui le camion, la Smirnoff propose tout un tas de solutions connectées, puisque le tracteur est connecté, donc les exploitants ont un écran pour le tracteur, ils ont un écran pour le TMS transport, ils ont un écran pour tout un tas de choses. Et aujourd'hui, si on devait s'écouter, nos exploitations, il y aurait 15 écrans par bureau. Donc l'idée, c'est que nous,
on travaille avec justement des agrégateurs de données pour dire, OK, on a de la donnée, on la condense et on essaye de tout mettre sur un écran, ou deux maximum. Voilà. Ok, sur la partie sécurité, peut-être Fabien, je peux dire un mot supplémentaire, c'est que aujourd'hui on travaille par exemple avec le ministère de l'Intérieur et les douanes, parce que, notamment pour le grand banditisme, parce que vous savez que sur les transports, notamment sur certains transporteurs, c'est soit du tabac, soit des choses de valeur, et que généralement ils mettent des balises type balises GPS. Ce grand banditisme arrive souvent avec des brouilleurs. Voilà. Et une des particularités de la technologie Sigfox, c'est que c'est très, très résilient au brouillage. Il faut quasiment des puissances de l'ordre du militaire ou d'une nation pour brouiller un message comme Sigfox. Donc voilà, on a des cas d'usage où on a, enfin, notamment la gendarmerie nationale et la police nationale, a retrouvé des remorques qui avaient été attaquées par les transporteurs grâce à la technologie Sigfox, par exemple, pour répondre à tes aspects sécurité. Alors moi, je répondrai sur deux points. Le premier point, c'est on a effectivement la possibilité, notamment sur certains chargements sensibles, d'identifier les messages qui ont été brouillés. Donc ça peut être mis sous forme d'alerte et ça, c'est intéressant. Et le deuxième point, c'est que le réseau Sigfox est transfrontière. Donc étant transfrontière, la sécurité ne s'arrête pas à 5 km de la frontière. Elle continue tant que la couverture de Sigfox est effective. Et là où elle ne l'est pas, parce que ça peut arriver, passer une zone blanche, comme les messages sont stockés et qu'ils sont dépilés plus tard, dans tous les cas, on arrive à retrouver tous les historiques dont on peut avoir besoin. Alors pour votre information, depuis la mise en place de la commercialisation de l'activité, on a communiqué dessus d'ailleurs, on a retrouvé une dizaine de remorques qui avaient été perdues ou volées. Voilà. Donc là aussi, il y a un ROI direct, comme dirait notre ami de Sprint Project. Voilà. On a une question, c'est l'ami de Sprint Project justement, on a une question. Est-ce que l'AE Transport interface les données remorques avec les données GPS tracking du tracteur, Jean-Baptiste? Alors oui, on les interface. Aujourd'hui, on essaye de différentes manières. Hein. Oui, on met tous sous un seul et même unique écran. Donc aujourd'hui, on a les tracteurs, les SMI sur le même écran. Et après, en fait, par le tag que présentait tout à l'heure Vincent, en fait, le tag tracteur, parce qu'on a beaucoup parlé de la remorque, mais il y a un tag tracteur qui permet de faire l'appairage en Bluetooth. Ce tag-là, nous, il nous permet de dire tel tracteur a accroché tel semi et ils ont roulé ensemble tant de kilomètres. Et donc, en fait, ça peut aller à nous donner de la productivité par la remorque. Et donc, oui, on fait toujours, dès qu'on peut, on fait le lien entre le tracteur et la semi-remorque. Et après, on peut même, via des algos de correction, se dire que le camion qui, lui, on a un kilométrage précis par du GPS route ou par le kilométrage réel du véhicule, de corriger à la virgule près. En fait, on sait que le camion, il a roulé du point A au point B avec la SMI derrière appairée avec le tag. Ça faisait tant de kilomètres et du coup, on fait la correction du kilomètre avec la SMI pour que ça soit le plus précis possible. Claire, merci beaucoup. Une question pour Sigfox et Findit. Est-ce que le réseau Sigfox et la solution Findit fonctionne au Maghreb? Oui, alors, sur le Maghreb, aujourd'hui, sur le Maghreb, donc j'entends Algérie, Maroc, Tunisie essentiellement. Donc, comme vous le savez, le réseau Sigfox utilise une technologie qui est libre de droit en termes de bande. Donc, on ne paye pas à l'ARCEP, c'est un réseau qui est libre de droit, qui est normalisé en Europe, qui est normalisé d'ailleurs aussi aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie. La régulation, notamment au Maghreb, est en phase de test. Donc, on a des cas clients au Maroc, on a des cas clients en Tunisie, mais pour l'instant, c'est fait au coup par coup avec certains clients.
tant qu'on n'a pas réglé avec le ministère des Télécoms au Maroc, en Algérie et notamment, c'est des problèmes de bande de fréquence. Voilà. On a exactement la même question pour l'Autriche. L'Autriche, il n'y a pas de souci. L'Autriche est couvert. Hein. On peut dire globalement que l'Europe est couverte. Donc France, Angleterre, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Liechtenstein, Belgique, Danemark, Pologne bientôt. Voilà, je vous invite à aller sur le site sigfox.com. Vous avez en temps réel la couverture du réseau Sigfox à l'international. Moi, j'aimerais rentrer un petit peu sur le sujet des data, hein, parce que tout à l'heure, on a évoqué le lien avec S3P Web, si je ne dis pas de bêtises. Pour Jean-Baptiste ou pour Vincent, est-ce que de votre vécu à vous, il est facile de mettre en œuvre ces solutions, et en particulier sur la collecte et l'interprétation de la data, hein, parce que dans l'IoT, on sait que c'est un des sujets majeurs, c'est comment j'interprète des tonnes de data qui arrivent. Alors, je peux commencer avant de laisser la parole à Jean-Baptiste. Donc en fait, sur la partie collecte data, on travaille effectivement avec S3P, qui était une filiale d'une association en fait de transporteurs. On va retrouver tous les groupements de transporteurs et les fédérations. Ça, c'est pour se garantir de neutralité, on va dire, sur le sujet. Donc le transport de la data, il est extrêmement important, parce qu'on voit qu'avec les données que l'on collecte, encore une fois, on a 12 octets dans le boîtier, donc ça signifie qu'on a latitude, longitude et l'appairage. Et avec ces données, on va aller reconstituer toutes les informations dont on a parlé et rendre le service dont on a parlé. Tout l'intérêt, c'est évidemment de transférer ces données vers des informatiques propriétaires, que ce soit des grands groupes industriels ou des transporteurs, de manière à ce qu'eux puissent en faire l'agrégation et recouper des informations pour étoffer leur tableau de bord. Mais là-dessus, je pense que Jean-Baptiste pourra en dire un petit peu plus. Oui, alors l'appréhension de la donnée, je pense qu'elle dépend encore une fois de la taille de l'entreprise. Nous, pour le coup, on a passé une certaine taille qui nous oblige aujourd'hui, par la digitalisation du métier, à avoir des équipes projets dédiées à ça. Notre père est le premier à lever les bras, parce qu'il se demande aujourd'hui si on n'est pas une boîte d'informatique, mais on a 12 personnes nous, qui sont dédiées à ça. On a des équipes projets, on a des équipes support, voilà. Donc nous, j'ai envie de dire que c'est un sujet je peux dire qu'on maîtrise aujourd'hui et qu'on travaille depuis maintenant déjà plusieurs années. Après, les sociétés comme S3P sont là pour l'appréhender, sont là pour le travailler avec le client, et j'ai envie de dire peu importe la taille. Ce qu'il faut, en fait, c'est faire son propre cahier des charges, se dire, OK, si moi je mets cette solution-là demain dans mon parc, c'est quoi ma problématique aujourd'hui, comment cette solution-là peut m'aider à la résoudre de façon à ce que je sois soit plus productif, soit que j'optimise mes achats, soit j'optimise ma gestion de parc, soit j'augmente la sécurité de l'entreprise, etc., etc. Mais après, la data peut être facilement, en tout cas présentée, je pense, par des sociétés comme S3P, et l'accompagnement de Findit là-dessus est plutôt bon. Donc, on a une question sur le sujet d'interopérabilité des solutions IoT entre les différents fournisseurs. Patrick, je commence. Vaste sujet. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a... Alors quand on parle d'interopérabilité, on parle d'interopérabilité de quoi? Des objets, des technologies. Bon. Aujourd'hui, je vais répondre un petit peu plus directement. Aujourd'hui, il y a plein de technologies qui existent pour faire de l'Internet des objets, hein, en fonction des cas d'usage. On peut utiliser du Bluetooth, on peut utiliser du Wi-Fi, on peut utiliser du GSM, on peut utiliser des réseaux privés de type LoRa, on peut utiliser du Sigfox. Il y a plein de technos qui existent aujourd'hui. Ce qu'il faut surtout, c'est savoir quel est l'usage, quelle data on veut remonter et à quel coût, et combien de data. Donc, et en fonction de ces cas d'usage, on utilise une ou plusieurs technologies, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, notamment quand je vous ai dit qu'au niveau sécurité, on travaillait avec la gendarmerie, on utilise par exemple 3 technos, du Bluetooth, du GSM et du Sigfox, par exemple. Donc, les technologies ne sont pas concurrentes entre elles, elles peuvent être complémentaires.
Maintenant, dès lors qu'on parle vraiment d'international, et je vais prendre l'exemple uniquement de l'Europe, si vous avez développé une solution sur laquelle vous voulez avoir une traçabilité, qu'elle marche de l'Angleterre, je sais pas, vous avez un camion qui part d'Angleterre, qui passe par la France et qui va jusqu'au sud de l'Espagne, par exemple, vous n'avez pas 36 solutions, vous en avez 2 en technologie, en usage de boîtier. Soit vous utilisez du GSM, soit vous utilisez du Sigfox. Voilà. Dès qu'on parle d'international, de traçabilité internationale, il n'y a pas de 36 solutions. Donc, chacun a ses avantages et ses inconvénients. GSM, vous pouvez remonter énormément de données, des images, du téléphone, c'est formidable. Mais par contre, ça veut dire que, en termes de batterie, il va falloir que vous puissiez avoir une capacité à recharger ce tracker ou ce boîtier de manière quasi permanente. Avec Sigfox, c'est effectivement plus frugal. Vous pouvez avoir aussi des positions GPS sur des durées qui sont plus longues, mais par contre, vous serez limité en data, c'est-à-dire en position. Voilà. Ça n'a pas l'air d'un frein, notamment dans l'offre Findit, où il faudrait poser aussi la question à Jean-Baptiste sur les transports lait. Par rapport aux data qu'ils avaient besoin et par rapport à la frugalité et donc au coût de ces données pour remonter, voilà, il se trouve que Sigfox était la bonne solution. Alors, on a pas mal de questions qui arrivent. On va essayer de faire des réponses courtes pour réussir à répondre à tout le monde. Et sinon, on continuera cet échange dans un autre cadre, ou en tout cas par mail. Une question sur, alors je vais la lire. Hein. Est-ce que le geofencing fonctionne en indoor, côte des remorques stockées en garage? Alors, oui, ça fonctionne en indoor, si l'indoor capte le signal Sigfox. Donc là, il faut bien vérifier la qualité du signal en indoor. Et s'il est trop fort, bah, c'est très bien. S'il est trop faible, il y a des solutions qui permettent d'améliorer la situation. Mais par exemple, autre sujet, nous nous occupons avec Findit du déploiement des jauges connectées pour les citernes, hein, qu'elles soient de carburant, de lubrifiant ou autre. Et certaines de ces citernes sont placées en indoor et donc il y a des technologies pour pouvoir optimiser le suivi et la gestion. Donc effectivement, enfin le GPS aussi marche pas dans un parking, voilà. Donc en fonction du cas d'usage, encore une fois, il faudra peut-être utiliser non pas que Sigfox mais plusieurs. Je vous ai tout à l'heure cité Airbus qui fait de la géolocalisation indoor et outdoor partout en Europe, qui utilise une technologie Bluetooth pour l'indoor et Sigfox pour l'outdoor. Donc voilà, il y a des solutions qui existent et en fonction des cas d'usage, encore une fois. On utilise celle qui semble la plus appropriée. Voilà. Un petit focus sur les capteurs. Quelle est la durée de vie du capteur? Que se passe-t-il une fois qu'il est épuisé? Findit les remplace-t-il? Sont-ils recyclés? Alors, la durée de vie estimée du capteur à ce jour est de minimum 5 ans. Pour le moment, on n'a pas de capteurs qui ont 5 ans. Donc, les plus anciens fonctionnent toujours, donc il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, le business model fait qu'on ne vend pas un capteur, hein, on vend un service. Donc, si le capteur devait avoir un problème pendant la durée du contrat, on le remplace sans aucun coût pour le client, hein, puisque c'est dans son abonnement. Voilà. Après, évidemment, dans le cycle de vie, hein, du début à la fin du cycle de vie, on fait partie du groupe Total. Saft fait aussi partie du groupe Total. Donc, la gestion des outils et des cycles de vie, notamment des batteries, est parfaitement intégrée. Et nous avons intégré et nous sommes en phase de certification du processus du cycle de vie du boîtier que l'on amène jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à le détruire et le recycler. Voilà. Une question que je qualifierais plutôt de benchmark, hein, en l'occurrence. Pourquoi choisir cette solution IoT plutôt qu'un boîtier tracking positionné sur le camion, donnant la géoloc plus des informations de conduite sur le compte du conducteur? Ou alors c'est une solution IoT complémentaire? Je vais y répondre. Alors oui, c'est complémentaire parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, en effet, tous les derniers véhicules des constructeurs sortent avec des boîtiers de série.
Alors selon la marque du constructeur, certains constructeurs vendent des années de données, on va dire. Si je prends l'exemple d'une marque comme Renault qui dit bah, moi aujourd'hui je vends un camion mais j'ai 2 ans ou 3 ans de communication de données comprises dans le prix. Bon, certaines autres marques déclenchent un prix qui peut être très élevé et ça ne donne que des informations du camion, encore une fois. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup de la SMI Armor parce que aujourd'hui, la SMI est un peu laissée de côté dans les sociétés de transport alors qu'elle coûte quand même beaucoup d'argent. Tout à l'heure, Patrick parlait d'un prix de semi, hein, donc une semi cargo classique vaut une vingtaine de milliers d'euros, quand une semi frigo peut valoir 60-70 000 euros. Donc, si on peut éviter d'en acheter une dizaine tous les ans, c'est beaucoup d'argent d'économiser. Donc voilà. Après, c'est une solution complémentaire car elle donne d'autres informations que celles du camion et celles des informations de conduite du conducteur aujourd'hui. Elle a un gros avantage, c'est que la solution de géologue précise de la SMI existe également, hein, mais il faut la brancher, il faut la connecter sur un boîtier EBS. Elle est liée à une puce GPS et du coup, elle a un ROI qui n'est pas du tout le même puisque le coût d'un investissement comme celui-ci est 3 fois supérieur, si ce n'est pas 4 fois ou 5 fois supérieur à celui de Sigfox et Findit. On va replonger un petit peu là, dans les questions autour des boîtiers. Une durée de vie de 5 ans du boîtier pour quelle fréquence d'émission? Mouvement, veille. Alors, le boîtier prend une mesure toutes les 30 minutes et il dépile les mesures toutes les 1h30. Voilà, donc ça, c'est ce qui amène, la durée de vie de 5 ans minimum. Voilà. C'est un des avantages de la techno Sigfox, c'est qu'on a une prédictibilité. Dès lors qu'on sait exactement combien de messages on envoie, on a des abacs qui nous permettent de dire, voilà, ça va durer 3 ans, ça va durer 4 ans, ça va durer 5 ans. Depuis la création de Sigfox 2010, on a maintenant, nous, cette intériorité. Tout à l'heure, vous avez parlé de Airbus. Je vais vous reparler de Airbus parce que c'est le premier client qui nous a fait confiance dans la gestion d'actifs mobiles, et pas des moindres. Et à l'époque, le constructeur de boîtiers avait donné 3 ans de batterie pour X messages par jour. Et il a bien sûr respecté ces 3 ans, même au-delà, parce que ça durait en moyenne 3 ans et demi. Avant de conclure, moi j'ai une petite question basique, hein, j'aime bien les choses assez simples. D'après vous, messieurs, il y a une taille minimale pour mettre en place un projet? Alors, tout dépend de ce que l'on entend par projet. Aujourd'hui, AS24, qui distribue la solution dans le monde du transport pour le compte de Findit, a des clients à 10, 20, 30 boîtiers qui se contentent de la solution de base, généralement, l'abonnement de base, voilà. Et après, nos plus gros clients, comme le dit Jean-Baptiste, peuvent atteindre 1500, 2000, et nous sommes en contact avec des industriels qui, eux, peuvent être à 5 ou 10 000 boîtiers. Donc, évidemment, encore une fois, hein, quel est le problème auquel on veut répondre? Et donc, on peut aller du plus petit au plus grand, puisqu'évidemment, tant qu'on est en B2B, on n'ira pas vendre à des particuliers. On commercialisera cette fonctionnalité. Et avant de conclure, une dernière question. L'API possède-t-elle une documentation permettant rapidement et simplement son intégration dans un SI? Alors là, je vais prendre, puis après je passerai la parole à Jean-Baptiste sur son expérience personnelle, mais la plupart, alors si on parle du monde du transport notamment, la plupart des solutions sont déjà interfacées avec la solution S3P Web, puisqu'encore une fois, c'est une association de regroupement de transporteurs. Donc, on considère que le temps moyen de connexion d'une API est 2 heures pour un transporteur et ça se fait à distance au téléphone. Lorsqu'on rentre sur une application industrielle un peu plus complexe, par exemple lorsqu'on travaille avec le groupe Total, ça peut prendre un petit peu plus de temps et évidemment, là, ça devient un projet informatique. Mais ça, Jean-Baptiste peut aussi donner un éclairage sur ce qu'il a vécu avec l'API. Oui, tout à fait. Vincent l'a plutôt bien expliqué. En fait, il
il dépend encore une fois du cahier des charges du client, de la complexité ou pas du projet. Après, je confirme que ça s'intègre plutôt très facilement et très rapidement avec des sociétés comme S3P, qui a déjà beaucoup de liens qui existent et qui sont créés. Maintenant, en fonction du projet, de la taille du projet, du besoin d'information que le client peut demander sur mesure, bah, évidemment, on complexifie un peu plus la chose et donc on met un peu plus de temps. Bien, écoutez, merci messieurs. Je pense qu'on va conclure pour cette début d'après-midi dédié à l'IoT. J'espère, mon cher Patrick, que nous aurons l'occasion de relancer ce débat sur d'autres environnements. Chez Spring Project, nous, on est convaincus que l'avenir sera smart, parce que le monde autour de nous sera smart, parce que les villes, les camions, les bâtiments seront smart. Donc, on sera dans un environnement smart supply. Donc, je pense qu'on aura l'occasion tous les deux de recréer un nouveau débat pour nourrir en termes d'information notre communauté métier et revenir sur un certain nombre de choses qui ont déjà été mises en place. Donc, premier retour d'expérience. Merci à tous d'avoir été présents. On était un peu plus de 50 en pic autour de cette conférence. Donc, je suis content de voir que ces métiers-là prennent de l'ampleur. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Vous avez eu les coordonnées, un contact@springproject.com. Idem si vous avez besoin des présentations. Je vous souhaite une excellente fin de journée et prenez soin de vous dans cette période sanitaire complexe. Bon courage à tous.